Juste un jour, avant le début du soi-disant sommet de la paix en Suisse, Vladimir Poutine a prononcé un long discours devant tout le personnel supérieur du ministère des Affaires étrangères. Cet événement a également servi d'annonce sur les intentions de la Russie concernant la guerre avec l'Ukraine. L'ensemble du discours a été mis en ligne sur la page d'accueil du Kremlin et une transcription en anglais a également été ajoutée, montrant que le Kremlin voulait s'adresser à l'Occident et pas seulement à la population russe. Poutine a une fois de plus, et cette fois en termes très clairs, exposé trois choses. La Russie est prête à négocier la paix immédiatement si l'Ukraine est également disposée à le faire. Il expose les conditions préalables à un cessez-le-feu et explique les objectifs de la Russie pour une paix durable, qui ne soit pas seulement une solution rapide, mais qui mette fin au conflit une fois pour toutes. Je crois que c'est un discours très important, car il nous donne la position russe aussi clairement que possible. Je vais donc le partager ici avec vous en anglais, car nous avons traduit la vidéo, afin que vous puissiez entendre la position russe par vous-même. Mes propres commentaires seront à la fin de la vidéo, et le discours complet de 80 minutes sera également mis en ligne sur cette chaîne sous peu. Voici la position de Vladimir Poutine sur la paix en Ukraine au 14 juin 2024. Tant que l'Occident ignore nos intérêts et interdit à Kiev de mener des négociations, il nous appelle hypocritement à des négociations. Cela semble tout simplement idiot. D'une part, ils interdisent à Kiev de négocier avec nous, et d'autre part, ils nous appellent à des négociations et insinuent que nous les refusons. C'est du délire. Nous vivons dans un monde à l'envers. Premièrement, ils devraient d'abord donner l'ordre à Kiev de lever l'interdiction de négocier avec la Russie. Deuxièmement, nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations dès demain. Nous comprenons toute la particularité de la situation juridique. Mais il y a des autorités légitimes, même conformément à la Constitution. Il y a avec qui négocier. S'il vous plaît, nous sommes prêts. Nos conditions pour commencer une telle discussion sont simples et se résument à ce qui suit. Je prendrai maintenant un peu de temps pour reproduire toute la chaîne des événements qui se sont déroulés encore une fois, afin qu'il soit clair que pour nous, ce que je vais dire maintenant n'est pas une conjoncture du jour. Nous avons toujours maintenu une certaine position. Nous avons toujours aspiré à la paix. Alors, ces conditions sont très simples. Les troupes ukrainiennes doivent être complètement retirées des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporizhia. De plus, je souligne, de l'ensemble du territoire de ces régions, dans leurs frontières administratives qui existaient au moment de leur intégration à l'Ukraine. Dès que Kiev déclarera être prêt à prendre une telle décision et commencera le retrait réel des troupes de ces régions, ainsi que notifiera officiellement son renoncement au plan d'adhésion à l'OTAN, de notre côté, un ordre de cessez-le-feu et de début des négociations suivra immédiatement, littéralement à la minute près. Je répète, nous le ferons immédiatement. Naturellement, nous garantirons simultanément le retrait sans entrave et en toute sécurité des unités et formations ukrainiennes. Nous aimerions bien sûr compter sur le fait que cette décision de retrait des troupes, de statut non aligné et de début du dialogue avec la Russie, dont dépend l'avenir de l'existence de l'Ukraine, sera prise de manière autonome à Kiev, en fonction des réalités actuelles et guidée par les véritables intérêts nationaux du peuple ukrainien, et non sous la direction occidentale. Bien que de grands doutes subsistent à ce sujet, néanmoins, je tiens à dire et rappeler à nouveau à cet égard. J'ai dit que je voudrais retracer la chronologie des événements encore une fois. Prenons le temps de le faire. Ainsi,
Lors des événements sur le Maïdan à Kiev en 2013-2014, la Russie a proposé à plusieurs reprises son aide pour une résolution constitutionnelle de la crise, organisée en réalité de l'extérieur. Revenons à la chronologie des événements de fin février 2014. Le 18 février, des affrontements armés ont commencé à Kiev, provoqués par l'opposition. Plusieurs bâtiments, y compris la mairie et la maison des syndicats, ont été incendiés. Le 20 février, des snipers inconnus ont ouvert le feu sur les manifestants et les forces de l'ordre. Autrement dit, ceux qui préparaient le coup d'État armé faisaient tout pour pousser encore plus la situation vers la violence et la radicalisation. Les personnes qui étaient dans les rues de Kiev ces jours-là et exprimaient leur mécontentement envers le pouvoir de l'époque ont été intentionnellement utilisées à des fins égoïstes, comme de la chair à canon. Exactement la même chose se produit aujourd'hui, avec la mobilisation et l'envoi des gens à l'abattoir. Et pourtant, il y avait alors une possibilité de sortie civilisée de la situation. On sait que le 21 février, un accord a été signé entre le président ukrainien en exercice et l'opposition pour résoudre la crise politique. Les garants de cet accord étaient des représentants officiels de l'Allemagne, de la Pologne et de la France. L'accord prévoyait un retour à un régime parlementaire présidentiel, la tenue d'élections présidentielles anticipées, la formation d'un gouvernement de confiance nationale, ainsi que le retrait des forces de l'ordre du centre de Kiev et la reddition des armes par l'opposition. La Verkhovna Rada adoptait une loi excluant les poursuites pénales contre les participants aux manifestations. Un tel accord, qui a permis d'arrêter la violence et de ramener la situation dans le cadre constitutionnel, a eu lieu. Cet accord a été signé, bien que ni à Kiev ni en Occident, on ne préfère s'en souvenir. Aujourd'hui, je dirais plus, encore un fait important, qui n'a pas été rendu public auparavant, à savoir, littéralement dans les mêmes heures, le 21 février, une conversation a eu lieu à l'initiative de la partie américaine avec mon homologue américain. L'essentiel était le suivant. Le leader américain a soutenu sans équivoque l'accord de Kiev entre le pouvoir et l'opposition. De plus, il l'a qualifié de véritable percée, une chance pour le peuple ukrainien, afin que la violence éclatée ne dépasse pas toutes les limites imaginables. Ensuite, au cours des discussions, nous avons conjointement élaboré la formule suivante. La Russie s'efforcera de convaincre le président ukrainien en exercice de se comporter de manière aussi retenue que possible, de ne pas utiliser l'armée et les forces de l'ordre contre les manifestants. Et les États-Unis, en conséquence, appelleront l'opposition à l'ordre, à libérer les bâtiments administratifs afin que la rue se calme. Tout cela devait créer les conditions pour que la vie dans le pays revienne à la normale, dans le cadre constitutionnel et juridique. En général, nous avons convenu de travailler ensemble pour une Ukraine stable, pacifique, normale et en développement. Nous avons entièrement tenu notre parole. Le président ukrainien de l'époque, Yanukovych, qui en réalité ne prévoyait pas d'utiliser l'armée, ne l'a néanmoins pas fait. De plus, il a même retiré des unités supplémentaires de la police de Kiev. Et les collègues occidentaux? Dans la nuit du 22 février et tout au long de la journée suivante, lorsque le président Yanukovych est parti à Kharkiv, où devait se tenir le congrès des députés des régions du sud-est de l'Ukraine et de la Crimée, les radicaux, malgré tous les accords et garanties de l'Occident, tant de l'Europe que des États-Unis, ont pris le contrôle par la force du bâtiment de la Rada, de l'administration présidentielle et ont pris le gouvernement. Et aucun garant de tous ces accords sur l'ordre politique, ni les États-Unis, ni les Européens, n'a levé le petit doigt pour remplir ses obligations, appeler l'opposition à libérer les bâtiments administratifs capturés et renoncer à la violence. Il est clair qu'un tel déroulement des événements non seulement les arrangeait, mais il semble qu'ils aient été les auteurs du développement des événements
précisément dans cette direction. Déjà le 22 février 2014, la Verkhovna Rada, en violation de la Constitution de l'Ukraine, a adopté une résolution sur la soi-disant autodémission du président en exercice Yanukovych de son poste de président et a fixé des élections anticipées pour le 25 mai. C'est-à-dire qu'un coup d'État armé provoqué de l'extérieur a eu lieu. Les radicaux ukrainiens, avec le consentement tacite et le soutien direct de l'Occident, ont saboté toutes les tentatives de sortir de la situation de manière pacifique. Ensuite, nous avons exhorté Kiev et les capitales occidentales à entamer un dialogue avec les habitants du sud-est de l'Ukraine, à respecter leurs intérêts, leurs droits et leurs libertés. Non, le régime, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, a choisi la guerre. Au printemps et en été 2014, il a lancé des actions punitives contre le Donbass. La Russie a de nouveau appelé à la paix. Nous avons tout fait pour résoudre les problèmes aigus survenus dans le cadre des accords de Minsk. Mais l'Occident et les autorités de Kiev, comme je l'ai déjà souligné, n'avaient pas l'intention de les mettre en œuvre. Bien que verbalement, les collègues occidentaux, y compris le chef de la Maison-Blanche, nous aient assurés que les accords de Minsk étaient importants et qu'ils étaient attachés au processus de leur mise en œuvre. Qu'est-ce qui, selon eux, permettra de sortir de la situation en Ukraine, de la stabiliser, de prendre en compte les intérêts des habitants de l'Est? Au lieu de cela, ils ont en réalité organisé le blocus du Donbass. Les forces armées ukrainiennes ont systématiquement préparé une opération à grande échelle pour détruire les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Les accords de Minsk ont été définitivement enterrés par le régime de Kiev et l'Occident. C'est pourquoi, en 2022, la Russie a été contrainte de lancer une opération militaire spéciale pour mettre fin à la guerre dans le Donbass et protéger les civils du génocide. Dès les premiers jours, nous avons de nouveau proposé des options de résolution diplomatique de la crise. J'en ai déjà parlé aujourd'hui. Et ce sont des négociations en Biélorussie, en Turquie, le retrait des troupes de Kiev pour créer les conditions de la signature des accords d'Istanbul, qui en principe ont été acceptés et convenus par tous. Mais nos tentatives ont finalement été de nouveau rejetées. L'Occident et Kiev ont pris le cap de nous infliger une défaite. Mais, comme on le sait, tout cela a échoué. Aujourd'hui, nous faisons une autre proposition de paix concrète et réelle. Si à Kiev et dans les capitales occidentales, ils la rejettent, comme auparavant, alors en fin de compte, c'est leur affaire, leur responsabilité politique et morale pour la poursuite de l'effusion de sang. Il est évident que les réalités sur le terrain, sur la ligne de contact des combats, continueront de changer au détriment du régime de Kiev. Et les conditions pour le début des négociations seront différentes. Je souligne l'essentiel. L'essence de notre proposition ne réside pas dans une trêve temporaire ou une cessation des hostilités, comme le souhaite l'Occident pour compenser les pertes, réarmer le régime de Kiev, le préparer à une nouvelle offensive. Je le répète, il ne s'agit pas de geler le conflit, mais de le terminer définitivement. Et je le répète encore, dès que Kiev acceptera un tel déroulement des événements, proposé aujourd'hui, acceptera le retrait complet de ses troupes des régions de la DNR et de la LNR, des régions de Zaporizhia et de Kherson, et commencera réellement ce processus, nous sommes prêts à entamer des négociations sans les retarder. Je le répète, notre position de principe est la suivante. Un statut neutre, non aligné et non nucléaire pour l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification. D'autant plus que ces paramètres ont été globalement acceptés lors des négociations d'Istanbul en 2022. Là, tout était clair en ce qui concerne la démilitarisation. Tout était écrit, le nombre de ceci, de cela, de chars, tout a été convenu. Sans aucun doute, les droits, libertés et intérêts des citoyens russophones en Ukraine doivent être pleinement garantis.
les nouvelles réalités territoriales, le statut de la Crimée, de Sébastopol, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporizhia, en tant que sujet de la Fédération de Russie, doivent être reconnus. Par la suite, tous ces principes fondamentaux doivent être fixés sous forme d'accords internationaux fondamentaux. Naturellement, cela implique également la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie. Je pense que la Russie propose une option qui permettra de réellement mettre fin à la guerre en Ukraine. Autrement dit, nous appelons à tourner la page tragique de l'histoire. Que ce soit difficile et progressif, pas à pas, mais il est nécessaire de commencer à rétablir des relations de confiance et de bon voisinage entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'en Europe en général. En résolvant la crise ukrainienne, nous, conjointement avec nos partenaires de l'OTSC et de l'OCS, qui apportent déjà aujourd'hui une contribution significative à la recherche de solutions pacifiques, ainsi qu'avec les États occidentaux, y compris européens, sommes prêts au dialogue. Nous pourrions nous atteler à la tâche fondamentale dont j'ai parlé au début de mon discours, à savoir la création d'un système de sécurité eurasiatique indivisible, prenant en compte les intérêts de tous les États du continent, sans exception. Bien sûr, un retour littéral aux propositions dans le domaine de la sécurité que nous avons avancées il y a 25, 15 ans ou même 2 ans est impossible. Trop de choses se sont passées. Les circonstances ont changé. Cependant, les principes de base et surtout le sujet même du dialogue restent inchangés. La Russie est consciente de sa responsabilité pour la stabilité mondiale et réaffirme sa volonté de dialoguer avec tous les pays. Mais il ne doit pas s'agir d'imitation d'un processus de paix visant à servir des intérêts égoïstes, mais de discussions sérieuses et approfondies sur l'ensemble des questions de sécurité mondiale. Chers collègues, je suis sûr que vous comprenez tous bien les vastes tâches qui attendent la Russie, combien nous devons accomplir, y compris dans le domaine de la politique étrangère. Je vous souhaite sincèrement du succès dans ce travail difficile pour assurer la sécurité de la Russie, nos intérêts nationaux, renforcer les positions du pays dans le monde, promouvoir les processus d'intégration et les relations bilatérales avec nos partenaires. De son côté, la direction de l'État continuera à apporter le soutien nécessaire aux départements diplomatiques, à tous ceux qui participent à la mise en œuvre de la politique étrangère de la Russie. Encore une fois, merci pour votre travail. Merci pour votre patience et votre attention à ce qui a été dit. Et je suis sûr que nous réussirons ensemble. Merci beaucoup. Je pense qu'il est important de noter quelques points concernant le discours de Vladimir Poutine. Tout d'abord, il différencie les différentes étapes de ce qu'il considère clairement comme un processus. Il mentionne que cela prendra du temps et ne peut pas être réalisé d'un seul coup, mais il le considère clairement comme un processus. Il est prêt à parler immédiatement, tant qu'il y a quelqu'un avec qui parler du côté ukrainien. Rappelons qu'il existe toujours un décret de Volodymyr Zelensky qui interdit au président de négocier avec la Russie. D'autre part, il est intéressant de noter que Vladimir Poutine semble également faire allusion aux autorités compétentes en Ukraine, indiquant qu'elles sont toujours des autorités constitutionnelles. Ce qu'il voulait dire par là, bien sûr, c'est que le mandat de Volodymyr Zelensky en tant que président est arrivé à son terme. Je pense qu'il est assez clair, du point de vue russe, qu'il ne le considère plus comme le président constitutionnel légitime de l'Ukraine. Cependant, ils indiquent qu'il y a d'autres personnes avec qui ils peuvent négocier. Je ne sais pas exactement à qui il fait référence, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, les diplomates du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine ou le Parlement. Il serait naturel de considérer le Parlement, car une délégation parlementaire pourrait être en mesure de négocier.
Le Parlement serait également l'organe pour ratifier tout accord, ce qui rendrait logique de négocier directement avec la branche législative. Je ne sais pas exactement ce qui lui passe par la tête, mais il pense clairement que dès qu'il y aura un homologue ukrainien prêt à discuter de cela, la Russie le fera. Deuxièmement, pour parvenir à un cessez-le-feu, il exigerait un retrait des 4 oblasts où les Russes sont encore engagés dans des combats, en particulier Kherson et Zaporizhia, qui ne sont pas sous contrôle russe complet. Il en va de même pour Luhansk et Donetsk. Il n'y a pas non plus de contrôle militaire russe complet là-bas. Il dit que s'il se retire, alors nous arrêtons immédiatement les combats. Si nous avons un accord à ce sujet, nous laisserons également les forces ukrainiennes se retirer sans leur tirer dessus. D'accord, mais ceci n'est que le cessez-le-feu qu'il envisage. La troisième partie serait un accord de paix. Cet accord, pour moi, est vraiment la chose la plus importante, car il expose la vision russe d'une solution au conflit. Nous savons qu'en Suisse, nous allons probablement obtenir quelque chose comme une position occidentale ou une position ukrainienne sur ce qu'ils veulent. Nous connaissons la formule de paix ukrainienne, qui est essentiellement une demande pour que les Russes capitulent, se retirent de tous les territoires, y compris la Crimée, et fassent face à un tribunal pour crimes de guerre contre Vladimir Poutine et d'autres en Russie, les personnes qui sont essentiellement responsables du conflit. Donc, j'ai encore l'espoir que quelque chose de plus raisonnable sortira du sommet de la paix en Suisse, qui pourra réellement servir de position de négociation. Mais ici, ce que Vladimir Poutine expose, c'est la position de négociation de la Russie et ce qu'elle veut. Pour moi, tout cela ne se réalisera pas nécessairement. C'est ce sur quoi Vladimir Poutine est prêt à négocier. Dès que vous indiquez qu'il y a quelque chose de négociable, vous savez qu'il y a des lignes mouvantes. Mais le principe de base est très clair. C'est vraiment le statut neutre, non aligné et non nucléaire de l'Ukraine. Il était assez intéressant pour moi qu'il fasse même la distinction entre neutralité et non-alignement. Mais il veut les deux. C'est tout à fait clair. Pas d'adhésion à l'OTAN et pas d'alliance militaire avec une force extérieure. Mais cela signifie aussi pas d'alliance militaire avec la Russie, n'est-ce pas? Donc, l'Ukraine reste comme un tampon, comme prévu il y a 2 ans dans l'accord d'Istanbul. C'est le cœur de tout. En ce qui concerne ce qui se passe avec les régions, j'ai le fort sentiment qu'il y a une marge de négociation là-bas. Avez-vous remarqué que Vladimir Poutine a en fait référence à Donetsk et Lugansk comme les républiques populaires? Il ne les a pas appelées les régions russes de Donetsk et Lugansk, qui, selon la constitution russe, sont maintenant considérées comme telles. Il dit bien sûr qu'ils font maintenant partie du territoire de l'État russe. Mais le fait qu'il les appelle encore les républiques populaires, ce qui était leur statut avant l'incorporation dans le territoire de l'État russe, semble indiquer qu'il y a une certaine marge de négociation. Maintenant, je veux dire que je ne peux pas lire dans la tête de Vladimir Poutine, et je ne sais pas exactement ce que les Russes seraient prêts à faire ou non, surtout maintenant qu'ils ont l'avantage militaire. Mais il est assez clair que dans ce discours, Vladimir Poutine souhaite la paix. Il est clair qu'il y a un désir russe de mettre fin à ce bain de sang, mais pas à n'importe quel prix. Donc la question est, le processus peut-il commencer, qui mènera d'abord à un cessez-le-feu, puis à des négociations sérieuses qui seront également vérifiables, menant à une fin vérifiable de ce conflit. Ce serait un processus graduel de sortie de la guerre. C'est ainsi qu'il le voit se dérouler. Un retour littéral à l'accord d'Istanbul n'est pas possible, dit-il, mais il peut servir de base à la négociation. C'est intéressant parce que nous avons déjà entendu cela.
Nous l'avons entendu dans l'interview de Tucker Carlson et plusieurs fois depuis. Istanbul peut encore servir de début, non pas de fin, mais de début pour se parler. Et bien sûr, la démilitarisation et la dénazification, c'est-à-dire se débarrasser du bataillon Azov et revenir à un ordre constitutionnel en Ukraine. C'est évidemment quelque chose que la Russie exige pour rendre la situation plus prévisible. Mais nous sommes en 2024 et nous avons une offre de négociation réelle de la part des Russes sur la table. Alors la question est, pourquoi l'Occident collectif et l'Ukraine ne peuvent-ils pas saisir cette opportunité et dire « oui, asseyons-nous ». La seule réponse à cela est qu'ils pensent encore qu'il y a plus à gagner par la guerre que par la paix. Vladimir Poutine semble croire que par des négociations, on peut obtenir plus ou mettre fin au conflit. En revanche, l'Occident semble croire que seule la puissance militaire peut y mettre fin. Voyons comment cela va se dérouler, surtout avec ce qui sortira de la Suisse dans les prochains jours.